Je suis Dindin Omar, chercheur au Centre de recherche nucléaire de Berlin. Je vais aujourd'hui vous présenter la théorie de l'atomo-densitométrie, c'est-à-dire en anglais computed tomography. Le cours est normalement présenté par M. Boukergel Ayashi, mais comme il est malade, je vais vous présenter le cours. Nous commençons d'abord par une petite définition et un peu d'histoire de la technique. Donc la tomographie, l'atomodensitométrie est une technique très puissante de contrôle non destructif de la matière. C'est une technique d'imagerie dans laquelle des modèles 3D ou 2D d'objets sont créés à partir de plusieurs projections 2D obtenues sous différents angles. La technique consiste à mesurer les coefficients d'atténuation des rayons X, gamma ou neutrons, des composants internes de l'objet. Et par un traitement informatique des données mesurées, on produit des images représentant les structures internes de l'objet. Bien que la possibilité théorique de créer un appareil de tomographie soit connue depuis le début du XXe siècle, ce n'est qu'au début des années 70 que les premiers imageurs sont apparus, couplés ou assistés par des ordinateurs suffisamment puissants pour pouvoir effectuer rapidement les calculs nécessaires à la reconstruction d'images. En l'honneur du développement de cette technique, les scientifiques Godfrey Newbold Hansfield et Alan MacLeod Cormack ont reçu le prix Nobel de physiologie en médecine en 1979. Godfrey Newbold Hansfield est un ingénieur britannique, alors Alan Cormack est un physicien américain d'origine sud-africaine. Le premier scanner de tomographie fonctionnelle a été testé pour des cerveaux humains préservés. Donc, comme la tomographie est basée sur la reconstruction d'images à partir des projections radiographiques, on doit savoir qu'est-ce qu'une projection radiographique. Il s'agit tout simplement d'une mesure de la transmission d'un faisceau de rayonnement, rayon X, gamma ou neutron, à travers l'objet. Bon, un faisceau de rayonnement parallèle, par exemple ici, ou bien conique ou même sous forme d'éventail, et dirigé vers l'objet. Le faisceau de rayonnement transmis porte des informations sur la structure interne de l'objet. La distribution de cette transmission peut être enregistrée sous forme d'image par un détecteur d'images. Ce détecteur peut être une caméra CCD, un panneau plat ou même des films radiographiques. L'une des applications des projections radiographiques est la radiographie X, que tout le monde sait normalement. Par exemple, la radiographie thorax. Bon, mais une seule projection pour montrer quelques détails de l'objet sont d'autres. Et l'interprétation et la quantification parfois sont très difficiles. L'art de l'ombre, par exemple, peut facilement montrer l'insuffisance d'une seule projection, non seulement à l'interprétation, mais elle peut nous faire donner des interprétations fausses, malgré qu'elles semblent bien claires. L'image, par exemple, ci-contre, montre qu'à partir d'un arrangement bien déterminé des mains de l'homme, par projection de lumière, on peut avoir l'ombre d'un oiseau. Ou bien ici, en bas, à gauche, un arrangement bien déterminé des bouteilles d'eau pendues. Cette projection de lumière de soleil dans un moment de la journée, on peut avoir un nombre représentant une figure humaine. La troisième image ici montre qu'à partir d'un seul objet et deux projections de lumière sur deux angles différents, on peut avoir d'un côté l'ombre d'un fœtus et de l'autre côté l'ombre d'un vieil homme. Suite à ces mauvaises interprétations, la tomographie est apparue pour résoudre ce problème. Principe de la tomographie. Le principe de la tomographie est basé sur la géométrie bidimensionnelle d'un objet à partir d'une série de projections unidimensionnelles mesurées tout autour de lui. C'est-à-dire une image, c'est-à-dire une fonction bidimensionnelle,
f, x, y, c'est-à-dire une image 2D. On peut reconstruire cette image à partir des projections selon différents angles. C'est un théorème purement mathématique. Cette méthode peut être étendue à la reconstruction de l'image de la tomographie interne d'un objet à partir de la façon dont les rayons qui le traversent sont absorbés en fonction de leurs angles de pénétration. Cependant, les calculs nécessaires à cette technique la rendent peu pratique avant l'avènement des ordinateurs. Bon, ici, on explique davantage le théorème. Le théorème de Radon est un théorème purement mathématique qui traite des fonctions bidimensionnelles, c'est-à-dire des images 2D, mais en réalité, on n'a pas des objets 2D, on a des objets 3D. Comment appliquer un théorème qui traite des fonctions 2D sur un objet 3D? Bon, l'idée est la suivante. On coupe l'objet en plusieurs tranches. L'épaisseur de chaque tranche est à peu près 1 pixel, c'est-à-dire très mince, les couches. Et on aura des fonctions f de x, y, deux dimensions. Comme montre cette figure ici. Bon. Ici, c'est une coupe d'un objet 3D. Un objet 3D, une coupe. Bon, ces coupes ne sont pas sont imaginaires. On a l'objet 3D. Par coupe, on trouve des séries de fonctions f de x, y. D'ailleurs, بالعربية نقولوا التصوير المقطعي. المقطعي, c'est-à-dire des coupes في l'objet. Donc, l'objet 3D nous donne des fonctions f de x, y, c'est-à-dire 2D. Le théorème de Radon est le suivant. Si un chemin droit, S, donné à travers l'objet, est défini par deux variables paramétriques, T, la variable T, c'est la distance entre le centre de la référence et la droite. Le paramètre T est l'angle d'inclinaison de la droite. La projection à travers f de x, y, le long de S peut être représentée par l'intégrale de ligne, cette intégrale ici. Donc cette intégrale représente la somme des points, la somme des valeurs des points de la fonction f de x, y qui se trouve sur la ligne. C'est-à-dire on somme seulement les points qui se trouvent sur la ligne de la fonction. Cette intégrale nous donne une valeur, bien sûr. Cette valeur obtenue ici, par la projection ici, elle est différente de celle-ci, par exemple ici, ou même par là. Donc la fonction obtenue P de θ t est nommée la transformée de Radon de la fonction f de x, y. Bon, revenons en arrière. La droite S peut être mathématiquement exprimée par cette formule ici. X cosinus θ plus y sinus θ égale à t. Pour représenter mathématiquement une intégrale d'une fonction bidimensionnelle selon une seule droite, on doit introduire la fonction de Dirac ici. Et la formule de la transformation de Fourier devient celle-ci. X, Y sont apparus parce que ici S est représenté par cette formule, c'est-à-dire S ici, et en fonction de X et Y. Si on varie plutôt T ici, on aura la projection, toute la projection de la coupe. Et on aura la fonction de projection. C'est une fonction unidimensionnelle dans la variable et t ici, et de θ t. Θ toujours c'est un paramètre d'angle de projection. C'est un exemple explicatif de la transformation de Radon. Soit une image par exemple ici constituée de deux détails, un ellipse et un disque par exemple.
l'intensité ou bien la distribution de coefficients d'atténuation dans les détails, c'est uniforme. F1 de x est égal à 1 toujours pour tous les points qui se trouvent à l'intérieur de l'ellipse. Et de même pour le disque, les coefficients d'atténuation toujours égal à 2 pour tous les points qui se trouvent à l'intérieur du disque, égal à 0 ailleurs. On applique la fonction la formule de la transformation de Radon sur ces deux détails. Bon, par développement mathématique, on trouve la formule de la projection. Et c'est P de θ t dans la variable et t, et le paramètre de projection est θ. Bon, ici, ces figures montrent la représentation graphique de cette formule en fonction de différents θ. Ici, pour θ égale à 0, par exemple, il n'est pas clair ici. Ici, pour 15 degrés, plutôt 30 degrés, un pas de 15 degrés. Ici, par exemple, 150 degrés. Et ici, 180 degrés. Si vous remarquez ici que la projection 0 et la projection 180 sont symétriques. Pourquoi? On explique au début l'image ici, et donc, dans l'image ici, l'ellipse se trouve à droite, alors le disque se trouve à gauche. Pour la première projection, θ égale à 0, la projection de l'ellipse est à droite et la projection du disque est à gauche. Mais quand l'objet tourne de 180 degrés, l'ellipse devient à gauche et le disque devient à droite. Donc les deux projections, par cette rotation, deviennent symétriques. Bon, le théorème de Radon, c'est-à-dire la transformation de Radon, est un concept purement mathématique. En pratique, comment mesurer une projection pour un objet? Ou bien, quel est le moyen qui nous permet de mesurer la projection d'un objet? Donc, l'un des moyens les plus efficaces pour obtenir une projection, c'est bien la transmission de rayonnement à travers l'objet. Cette transmission permet de mesurer les coefficients d'atténuation f de xy, c'est-à-dire f de xy représente les coefficients d'atténuation de l'objet. La relation qui relie les coefficients d'atténuation et la transmission est représentée par cette expression, où n θ t représente l'intensité du faisceau, c'est-à-dire la distribution de l'intensité du faisceau transmis, n0 est l'intensité du faisceau, la distribution de l'intensité du faisceau incident, f de xy les coefficients d'atténuation, et S, la distance parcourue par le rayonnement. Lorsqu'on introduit la fonction inverse, qui est le logarithme, sur la fonction exponentielle, on trouve la projection de l'objet selon le théorème de Radon. Bon, en pratique, dans le domaine de la recherche ou l'industrie, l'objet est placé sur une table tournante. La table doit être synchronisée avec le détecteur de l'image. Mais en médecine, par exemple dans le domaine de l'imagerie médicale, il est difficile de faire tourner l'objet, plutôt le patient. Donc c'est la source et le détecteur d'image qui tournent. Dans la géométrie du faisceau, il y a plusieurs géométries du faisceau. Ici, il y a la géométrie parallèle. Ici, par exemple, dans le domaine de l'imagerie neutronique, on a toujours des faisceaux de neutrons parallèles. On n'a pas des faisceaux de neutrons d'autres géométries. Presque, on dit presque parallèles. Mais dans le domaine de l'imagerie médicale, la plupart des cas, les géométries sont soit géométrie conique, comme ici, ou bien une géométrie sous forme d'éventail. Bon, dans le cas de la géométrie d'éventail, ici, l'objet ou le patient doit avoir un mouvement de translation afin de couvrir toute la région d'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est vrai que
le faisceau d'éventail a une forme large, mais l'épaisseur du faisceau est immense. Donc, le patient doit avoir un mouvement de translation. Bon, généralement, dans la tomographie, une rotation de 180 degrés est suffisante. Pourquoi? Parce que la projection 0 et la projection 180, comme on a déjà dit, sont symétriques. Et la projection, par exemple, 20 degrés et la projection 200 degrés sont symétriques. Donc, ce n'est pas la peine de faire tourner l'objet jusqu'à un angle de 360 degrés. Bon, mais en pratique, on doit avoir au moins un minimum de projection symétrique. Pourquoi? Pour corriger l'erreur due à l'inclinaison de l'axe de rotation. Parce que souvent, l'axe de rotation de l'objet n'est pas vraiment vertical, ou bien n'est pas vraiment horizontal. Donc, on doit faire des corrections sur ce problème. On doit avoir deux projections symétriques, comme par exemple 0 et 180. Donc, on a déjà dit, dans la tomographie, on imagine l'objet et c'est une superposition de plusieurs coupes. L'épaisseur de chaque coupe est l'ordre d'un pixel. Bon, et on traite les coupes, c'est-à-dire les tranches, séparément, chacune. Mais en pratique, on n'a pas de projection coupe par coupe. On a un objet 3D, on aura une projection 2D. Donc, dans chaque projection 2D, on prend seulement une ligne. Une ligne qui correspond seulement cette projection. La superposition de toutes ces lignes, qui correspond à la projection, par exemple celle-ci ici, on trouve ce qu'on appelle un sinogramme ici. Si vous remarquez que l'angle augmente, il y a des formes de sinusoïdales dues à la rotation. Par un programme informatique, par un programme informatique, c'est-à-dire des algorithmes de reconstruction tomographique, on peut remonter à la reconstruction de l'image de la coupe. Et on peut par exemple ici compter combien de noyaux de cette bombe ici dans le niveau de cette coupe. C'est juste une démonstration pour faire comprendre la technique. Bon. Si on a tous les rétroprojections de tous les coupes, c'est-à-dire des matrices 2D, chaque coupe représente dans la reconstruction une matrice 2D. La superposition par ordre de ces coupes, on trouve une matrice de données 3D. Dans les valeurs de chaque point représente le coefficient d'atténuation de chaque point de l'objet. Si on a la distribution, si on a la matrice de l'objet 3D, par un traitement informatique, on peut faire des coupes longitudinales ou bien transversales, ou même des coupes inclinées. Bon, depuis l'apparition de la technique, on a développé plusieurs algorithmes de reconstruction tomographique basés sur deux méthodes qui sont les méthodes analytiques et les méthodes algébriques. Pour les méthodes algébriques, on trouve au premier rang la rétroprojection simple. La rétroprojection simple est simple. On peut expliquer par ces figures ici. Voilà l'image par exemple ici, notre image. On fait des projections selon un angle θ, par exemple 60 degrés ici. On aura la projection ici. On prend, c'est-à-dire la fonction de projection ici. On prend cette projection et on l'étale sur tout le plan de la rétroprojection. C'est-à-dire chaque ligne ici, dans ce plan, qui est incliné de 60 degrés, les points de chaque ligne ont les mêmes valeurs. Ici. C'est un épandage, on appelle. C'est un épandage. Bon, lorsqu'on fait l'épandage de toutes les projections, ici, on fait la sommation.
la sommation de deux épandages, de deux projections. La sommation de deux projections nous donne une reconstruction à partir de deux projections. Si vous remarquez ici, on peut penser qu'il y a 4 détails dans l'objet. Il y a un détail possible ici, il y a un détail ici, ici et ici. Un troisième épandage de la troisième projection, ici. Donc, on aura une reconstruction à partir de 3 projections. On élimine ce détail éventuel ici et ce détail ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intersection avec le troisième épandage, ici. Donc, on confirme qu'il y a deux détails ici et ici. Un quatrième épandage, voilà, ici, permet de confirmer qu'il y a seulement 2 détails, un détail ici et un détail ici. Déjà, l'ellipse a commencé de faire sa forme, même le disque. Bon, donc, nous continuons de cette manière jusqu'à l'image se forme de la reconstruction. Mais quel est l'inconvénient de la rétroprojection simple? Si vous remarquez ici et ici, malgré le nombre de projections augmente, il y a toujours un niveau de degré autour des détails qui n'est pas nul. C'est un bruit. Ce bruit s'appelle artefaction en forme d'étoile, si vous remarquez ici, ou forme de triangle. Lorsque le nombre de projections augmente, ce bruit devient un flux autour des détails de l'objet. Donc la rétroprojection simple, on peut dire que la rétroprojection simple n'est pas vraiment la transformée inverse de la transformée de Radon. Seulement c'est quelque chose qui est proche. Mais, voilà. On passe maintenant au théorème de la coupe centrale. Avant de parler du théorème de la coupe centrale, on doit parler un peu sur la transformation de Fourier d'une image. La transformée de Fourier FU d'une fonction spatiale unidimensionnelle, ici fx, est définie par cette formule. Alors, c'est que la fonction f est une fonction bidimensionnelle, f de x, y, ici, on introduit le double intégral. C'est-à-dire, on fait les transformées de Fourier des lignes de l'image, ligne par ligne, ici, sur un x, ligne par ligne. Et sur le résultat obtenu, on fait la transformée de Fourier colonne par colonne. Et on aura la représentation fréquentielle de l'image. Alors, on explique ici. On a par exemple notre image, ici, f de x, y. Par transformation de Fourier, on trouve la représentation fréquentielle de cette image. Le centre de cette image, le point situé à l'origine, représente la composante continue, c'est-à-dire une fréquence nulle, représente quelque chose de continu, c'est-à-dire c'est la moyenne de l'image. Les basses fréquences se trouvent tout autour du centre et les hautes fréquences en extrémité, ici. Parlons maintenant du théorème de la coupe centrale. Nous avons déjà vu qu'une projection pouvait mathématiquement s'écrire sur la forme P de θ t égale à cette formule, on a déjà parlé, dont on a parlé dans le premier slide. Calculons la transformée de Fourier P chapeau, c'est-à-dire la transformée de Fourier. Ici, T est une variable spatiale, et ici, Q c'est une variable fréquentielle dans P chapeau. Donc, on substitue la formule de P de T, de la projection, dans l'intégrale de Fourier. Et ici, on trouve le double intégral. Bon, comme on a déjà dit, la droite S est définie mathématiquement par cette formule.
Bon, on peut Qt ici, remplacer par cette formule, et on substitue Q cosinus θ par Qx, Q cosinus θ par Qy. Donc la transformée de Fourier de la projection devient cette formule. On a ici on a remplacé ds dt par dx y parce que le schéma ici montre que ds dt égale à dx dy, c'est-à-dire la surface du carré. Surface égale. Bon, la double intégrale n'est que c'est une double intégrale. N'est autre que la transformée de Fourier bidimensionnelle de l'image f de x, y. Mais remarquez, quand on fait attention, c'est ici Qx et Qy ne sont pas homogènes. Parce que Qx égale à Q cosinus θ et Y Q sinus θ, c'est-à-dire Qx et Qy. On n'est pas dans une référentielle homogène. Donc nous venons de démontrer le théorème de la courbe centrale qui s'énonce. La transformée de Fourier d'une projection correspond à une ligne de la transformée de Fourier de l'image qui passe par l'origine et fait un angle θ avec l'axe des abscisses. Bon, je sais qu'il n'y a pas encore clair, mais ici on peut expliquer davantage. Voilà, par exemple, une image de D ici. On a deux chemins pour passer de la représentation spatiale de l'image vers la représentation fréquentielle de l'image. Soit on passe par une transformation de Fourier 2D de l'image entière et on trouve directement la transformée de Fourier de l'image complète. Soit on passe par des projections selon le théorème de Radon. On prend ces projections, on fait la transformée de Fourier de chaque projection, et chaque projection est représentée par une droite dans la représentation fréquentielle de l'image. Cette droite est inclinée par un θ, ce θ correspond à l'angle de projection de l'image. Si on fait la transformation de Fourier de toutes les projections, et on les représente ici, dans le domaine fréquentiel de l'image, on remplit le plan fréquentiel de l'image. Lorsqu'on aura la représentation fréquentielle complète de l'image, on fait une transformation inverse et on revient à notre image initiale. Bon. On a déjà expliqué ça. Un autre schéma peut être expliqué pour expliquer mieux. Ici, si on a une couple inconnue, ici, par exemple, on fait une projection, toujours par le théorème de Radon, c'est-à-dire par un processus physique comme la transmission du rayonnement. On aura les projections ici. Lorsqu'on a les projections ici, on fait des transformations de Fourier unidimensionnelles. On trouve les transformations de Fourier de toutes les transformations, de toutes les projections, et tout. Et on représente chaque transformée de Fourier de chaque projection dans sa droite ici. Toujours, on respecte l'angle de projection θ. On a projeté par un θ ici. On respecte l'angle d'inclinaison de la représentation de la transformée de Fourier. On fait une transformation inverse, transformation de 2D de l'image complète, et on trouve notre image recherchée. C'est ça le théorème de la courbe centrale. Cependant, c'est-à-dire quel est l'inconvénient de l'application du théorème de la courbe centrale? Bon, le nombre de projections n'est pas infini, toujours. Dans la réalité, on ne peut pas faire un nombre infini de projections. Donc, toujours le nombre de projections est fini. Le remplissage du plan fréquentiel est souvent incomplet. Remarquez par exemple ici, il y a toujours un vide ici, entre les points.
il y a un vide ici, par exemple, il y a un vide ici. Donc le plot fréquentiel n'est pas complet. Il persiste des vides qu'il faut combler par interpolation linéaire. Cette étape de remplissage des plans de Fourier est longue et complexe, ce qui rend cette méthode peu attractive et par conséquent très rarement utilisée. Passons maintenant à la méthode rétroprojection filtrée. Bon, rappelons par la formule du théorème de la courbe centrale, voilà ici. Tout simplement, on substitue ici les variables de fréquence par ces expressions initiales, ici. Puis on passe des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires. De dx dy égale à q dq dθ. Et la formule devient comme celle-ci, ici. Bon, l'intégrale interne n'est que la transformée de Fourier inverse de la transformée de Fourier de la projection P de θ t, mais multipliée par la fonction valeur absolue de q. Remarquez ici, c'est la projection, plutôt la transformée de Fourier de la projection, l'exponentielle de Fourier ici. Et le q est une nouvelle fonction apparue dans la formule. Bon, l'intégrale externe, celui-ci, de 0 à p, ne représente que l'épandage des projections obtenues par notre transformation de Fourier inverse. Donc, nous venons donc de démontrer le théorème, plutôt la rétroprojection filtrée. La méthode est largement utilisée dans le domaine de l'imagerie médicale et même industrielle. Voilà, ce schéma explique davantage. Voilà notre image par exemple. Ici, on fait des projections par un rayonnement. On aura les sinogrammes, c'est-à-dire les sinogrammes, c'est l'arrangement de toutes les projections liées sur ligne, par ordre. On fait la transformation de Fourier de toutes les projections, on trouve ici. On multiplie ce résultat de transformation de Fourier des projections par Q. Q, c'est un filtre. Ici, la valeur absolue de Q, c'est un filtre. Et on fait la transformation de Fourier du résultat de multiplication. Ici. On trouve PF de T, c'est-à-dire projection filtrée. F, c'est-à-dire filtrée. On fait un épandage de pour toutes les projections. Et ensuite, on fait la sommation. On trouve l'image recherchée, reconstruite par la méthode de rétroprojection filtrée. Et ces images expliquent ou bien montrent l'effet du nombre de projections sur la qualité d'image reconstruite par cette méthode de rétroprojection filtrée. On voit ici reconstruction à partir d'une surprojection, un épandage qui est clair ici, oui, surprojection, ici deux projections, 4 projections, et ainsi de suite. Ici, on trouve, pour 256 projections, on trouve une image bien claire qui représente notre image initiale. On parle maintenant un peu sur les filtres. Le filtre rampe, ici, c'est un filtre idéal parce qu'il est démontré mathématiquement par les formules, mais en pratique, on n'a pas de projection idéale. Les projections idéales, il y a le bruit, il y a toujours. On n'a pas de projection idéale. Donc, c'est l'application de ce filtre en reconstruction tomographique
permet d'avoir une meilleure résolution spatiale. Pourquoi? Parce que ce filtre favorise les hautes fréquences. Ici. On a déjà dit que les basses fréquences, plutôt la fréquence 0, représente la moyenne de l'image. Les basses fréquences représentent les détails, ce n'est pas vraiment les détails, mais une vue générale de l'image. Et les hautes fréquences, ici, représentent les petits détails de l'objet, et l'objet, c'est-à-dire avec une résolution claire pour les hautes fréquences. Mais le problème de ce filtre, il amplifie de plus en plus les fréquences élevées et donc génère dans le signal des transitions rapides sous forme de bruit. Pour obtenir de bons résultats de reconstruction, on multiplie généralement cette rampe par des fenêtres d'autres types de filtres lissants. Les filtres lissants sont toujours des filtres passe-bas et éliminent les autres fréquences caractéristiques du bruit. Voilà ici le filtre de Hanning. Sa fenêtre d'aboutissation, ici, représentée par la courbe rouge, ici. La rampe par la courbe bleue. La multiplication de la rampe par le filtre par la fenêtre d'aboutissation permet d'avoir le filtre de Hanning. Ici. Remarquez ici que ce filtre favorise les moyennes fréquences et met les hautes fréquences ici, met les hautes fréquences à 0 presque ici. Donc l'inconvénient de ce filtre, bon, c'est un filtre mieux que la rampe, mais ce filtre n'entend pas une meilleure résolution spatiale pour l'image. Il y a aussi le filtre Hamming. La différence avec le filtre Hanning. Voilà la fenêtre d'utilisation de ce filtre. Donc, ce filtre ne met pas vraiment les hautes fréquences à 0, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'autres fréquences, c'est-à-dire la résolution ici est meilleure que pour le filtre Hanning plutôt. Voilà pour le filtre de Butterworth. Il n'émet pas complètement les hautes fréquences, mais il diminue un peu, donc la résolution pour ce filtre est mieux que les autres. Bon. Ici, un exemple de tomographie d'un coquillage par des neutrons. Ici, des projections obtenues par imagerie neutronique d'un coquillage par des neutrons faits en parallèle de neutrons thermiques. Et ici, des coupes reconstruites par rétroprojection filtrée. Remarquez ici, les images sont bien claires. Ici, de quelques coupes ici dans l'objet. Une conclusion sur la méthode de rétroprojection filtrée. La reconstruction des coupes tomographiques par rétroprojection filtrée reste la méthode la plus utilisée. Elle est pour le principal avantage la rapidité. C'est une méthode très rapide. La méthode ne permet toutefois pas l'élimination complète d'artefacts de reconstruction qui peuvent parfois être gênants. Cette méthode peut servir de valeur initiale pour les méthodes itératives. Méthode algébrique ou bien méthode itérative. Nous commençons par une petite introduction sur cette méthode. La méthode itérative est moins connue par rapport à la méthode de rétroprojection filtrée, mais grâce au développement des systèmes mathématiques, plutôt informatiques plutôt, il est désormais possible d'appliquer itérativement certaines techniques discrètes et plus spécifiquement itératives, qui ont le grand avantage de pouvoir prendre en compte très simplement toutes les particularités du mode d'acquisition, c'est-à-dire correction géométrique, caractéristiques du détecteur. Bon, pour la correction géométrique, par exemple, si le faisceau d'exploration n'est pas symétrique,
ou bien c'est, par exemple, toutes les projections, c'est-à-dire non pas obtenues par le même faisceau de projection, c'est-à-dire les projections ont été obtenues à partir des faisceaux d'exploration qui ne sont pas identiques. C'est-à-dire, on peut faire des corrections dans la méthode. Cependant, ces méthodes sont d'une mise en œuvre lourde et nécessitent des puissances de calcul importantes. En plus, l'utilisation des algorithmes itératifs nécessite des compétences particulières, une connaissance approfondie des algorithmes utilisés et le choix de certains paramètres caractéristiques, en particulier l'opérateur de projection, qu'on va voir dans ce cours, et le nombre d'itérations ainsi que leurs effets sur la qualité de l'image reconstruite. Ici compréhensible, bon, la reconstruction algébrique, qui est appelée aussi méthode itérative, a une base intuitive simple. L'idée de ces méthodes sont très simples. Dans la méthode, le problème de reconstruction est posé autrement. Il ne fait plus référence à la transformée d'Horadon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformée d'Horadon, il n'y a pas de transformée de Fourier, il n'y a pas d'intégrale, il n'y a pas de coordonnées cartésiennes et de coordonnées polaires. Il s'agit simplement de résoudre un problème à x égale à mi, c'est-à-dire un système d'équations linéaires. Voilà par exemple notre image f de x égale à y est discrétisée en plusieurs carrés qu'on appelle des pixels ici, dont les valeurs fi, chaque pixel, les valeurs fi, sont inconnues. Bon, bien sûr, l'image est discrétisée, le détecteur aussi est discrétisé, c'est-à-dire le détecteur est discrétisé aussi en petits pixels ici. 6 pixels, donc 6 pixels, on les appelle 2 pixels. Bon. Ça s'appelle 2 pixels parce que un 2 pixels, c'est-à-dire un détecteur élément, pixel de détection. Bon, la reconstruction d'image par la méthode itérative fait appel à l'hypothèse suivante. Voilà l'hypothèse. Chacune des valeurs détectées dans un 2 pixels est une combinaison linéaire des valeurs fi des pixels à reconstruire. C'est-à-dire une valeur dans un 2 pixels ici, c'est une combinaison linéaire de toutes les valeurs des pixels ici, dans l'image. Non seulement les pixels qui se trouvent sur la ligne, mais tous les pixels. Le problème de reconstruction fait appel à des expressions matricielles sous la forme P égale RF. P est le vecteur de projection en orange ici, en bas. F est le vecteur de l'image. Voilà. Tous les valeurs de tous les pixels dans l'image sont arrangés ici, dans une seule colonne. Une seule colonne ici. De même pour les projections, les valeurs de toutes les projections, les valeurs de tous les pixels dans les lignes de projection sont arrangées ici. On va expliquer derrière. Voilà. C'est par exemple la ligne de projection constituée de 100 pixels ici, et on a plutôt 8 projections, donc 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, donc on aura 800 éléments dans le vecteur de projection, ici. Mais le problème de la méthode la difficulté de la méthode algébrique, c'est la matrice de reconstruction en bleu ici.
cette matrice. Bon, il y a 3 méthodes, ou bien 3 modèles connus pour la modélisation de l'opérateur R. Ça s'appelle l'opérateur de projection. Il y a le modèle exact, le modèle de Dirac et le modèle de longueur de Lie. Bon, pour le modèle exact, c'est un pixel ici dans l'image. La contribution de ce pixel à la valeur de pixels dans la ligne de projection représente une partie de sa surface qui ayant une intersection avec la ligne de projection. Pour le modèle de Dirac, si la ligne de projection a une intersection avec le pixel, donc la contribution de ce pixel est mise à 1. Sinon, est 0. Pour le modèle de longueur de Lie, le modèle plus simple, donc la contribution de ce pixel est la longueur du segment qui fait intersection avec la ligne de projection. Bon, il y a aussi la modélisation physique de l'opérateur de projection qui prend en compte l'atténuation, la diffusion et même la réponse du détecteur. Ici, un exemple explicatif de processus de projection. Si par exemple on a une image de 3 x 3, c'est-à-dire de 9 pixels, les valeurs de tous ces pixels sont arrangées ici, dans la colonne, dans la ligne, et dans le vecteur de projection, de fonction. Si on a par exemple 3 projections de cette image, dans chaque projection, il y a 3 pixels. Donc, l'ensemble de des 6 valeurs des pixels sont arrangées ici dans le vecteur dans la colonne du vecteur de projection. Et c'est l'écriture matricielle de ce système, plutôt l'écriture sous forme de système d'équation linéaire de ce problème. Bon, on applique le modèle de longueur de Lie, on modélise mathématiquement l'opérateur de projection. R. Là où il y a un 0 dans cette modélisation, là où il y a un 0, c'est-à-dire la projection ne passe pas par plutôt la ligne de projection, ou bien la ligne de projection qui correspond à cet élément ne passe pas par le pixel correspondant. Donc le problème, c'est de déterminer f en connaissant P et R. P est mesuré, R modélisé mathématiquement et aussi physiquement. Ici, on explique comment résoudre ce problème par les méthodes exactes. Cependant, cette approche n'est pas réalisable en pratique, en raison de la très grande taille de la matrice de projection, R. Cette résolution ne peut se faire que par des itérations successives pour trouver une solution approchée au problème. L'approche classique consiste à minimiser l'erreur quadratique entre les données mesurées et celles calculées. Voilà un schéma qui explique le principe des algorithmes itératifs. Bon, Pi, ici Pi, c'est la projection mesurée. Pi chapeau est la projection estimée par l'algorithme. On doit d'abord avoir une initialisation de l'image. Soit on fait une initialisation uniforme, c'est-à-dire la fonction initiale f égale une constante, soit 0, soit 1, soit une valeur constante. Soit l'image initiale, on prend une image reconstruite par la méthode de rétroprojection filtrée. Si on initialise f, c'est-à-dire l'image, on trouve une projection estimée. Lorsqu'on a la projection estimée, on peut calculer l'erreur sur la projection entre la projection mesurée et la projection estimée.
Si l'algorithme est un algorithme additif, on utilise cette formule. Sinon, on utilise cette formule pour des algorithmes multiplicatifs. Lorsqu'on aura l'erreur sur la projection, il est facilement de trouver l'erreur sur... lorsqu'on aura l'erreur sur la projection, hein, on trouve facilement l'erreur sur l'image. Lorsqu'on a l'erreur sur l'image, on trouve la nouvelle itération de l'image, c'est-à-dire la nouvelle estimation de l'image Fn. On utilise la formule en haut, c'est l'algorithme additif, ou bien la formule en bas, c'est l'algorithme multiplicatif. Et on tourne. Petit à petit, l'image se forme par méthode algébrique. Bon, il existe de nombreux algorithmes qui ont été développés pour la méthode itérative de reconstruction tomographique, parmi lesquels on cite algébrique, reconstruction technique, simultaneous iterative reconstruction technique, iterative least square technique, expectation maximization et le gradient conjugué. Ici, un exemple explicatif de méthode itérative par des chiffres. Si on a par exemple une image de 4 pixels, 2 x 2, dont les valeurs pour le premier pixel égale à 5, 10, 15 et 20 pour le quatrième pixel. Et on a deux projections. Dans chaque projection, on a deux pixels. Donc, on modélise ce problème par le système matriciel ici. Bon, les projections mesurées sont ici par sommation. Et on utilise ici le modèle de longueur de raie pour modéliser cette matrice de projection en bleu. Ici, l'écriture sous forme de système d'équation linéaire de ce problème. Par un jeu mathématique, on élimine les zéros ici. Ici, vous voyez ici, il y a des zéros ici. Les zéros. On élimine les zéros dans ce système par un jeu mathématique. Les projections deviennent comme ici. Et on applique l'approche algébrique reconstruction technique, méthode de calcul Mars. Cette méthode fonctionne comme explique ce schéma ici. C'est-à-dire pour la première itération, on estime F1, F2, F3 et F4, c'est-à-dire l'image, à partir de la première équation. Pour la deuxième itération, on estime l'image de la deuxième équation. Pour la troisième itération, on estime l'image à partir de la troisième équation, et ainsi de suite. Jusqu'à la cinquième itération, on estime l'image à partir de la projection, la première équation présente, et ainsi de suite. Donc la méthode est plus simple. Voilà la formule de l'algorithme. Voilà. Voilà la formule de l'algorithme en haut. Ce qui est écrit en orange, pi de k moins pi de k chapeau, c'est-à-dire c'est l'erreur sur la projection. Lorsqu'on multiplie cette valeur par RKJ et divisé par RK carré, RKG carré, on trouve l'erreur sur l'image EFJ. Pour notre exemple, on initialise la fonction par 0 et on cherche les projections estimées de la fonction. On applique cette formule ici, parce qu'on a les projections estimées, les projections 0 estimées. On peut calculer la première estimation de la fonction, ici. On a démarré par 0, on a fait 14, 7, 14 et 7. C'est la première estimation de l'image. Bon, lorsqu'on a la première estimation de l'image, on peut calculer la première estimation
des projections. Lorsqu'on a la première estimation des projections et la première estimation de l'image, on peut calculer la deuxième estimation de l'image. On va les valeurs. Lorsqu'on a la deuxième estimation de l'image, on peut calculer la deuxième projection de l'image. Lorsqu'on a la deuxième projection de l'image et la deuxième estimation des projections, on peut calculer la troisième estimation de l'image. Vous voyez ici. Et ainsi de suite. La quatrième estimation de l'image, la cinquième estimation de l'image et la sixième estimation de l'image. Cette figure représente la convergence de notre image vers l'image exacte en fonction du nombre d'itérations. Vous voyez ici pour la 53e à peu près itération, on voit que pour le quatrième pixel, et à peu près la valeur est atteinte presque la valeur exacte. Pour le troisième pixel, pas encore. Pour le deuxième pixel, on a presque atteint la valeur. Et de même pour le premier pixel. Toutes les techniques algébriques commencent au début par une convergence vers l'image, mais à partir de certains points, un certain nombre d'itérations, l'algorithme commence à diverger. Donc on doit arrêter le processus d'itération quelque part ici. N. Comme on a dit dans l'introduction, c'est-à-dire celui qui utilise cette méthode pour la reconstruction doit avoir une certaine connaissance sur comment fonctionne la méthode. Ici, une image, cette figure représente la convergence vers une image en fonction du nombre d'itérations. Vous remarquez ici, l'image du début est uniforme. Petit à petit, on approche vers l'image exacte. On n'arrive jamais à l'image exacte. Toujours une image approchée. Ici, ces images montrent l'effet du nombre de projections sur la qualité de l'image reconstruite par les méthodes algébriques. Vous voyez ici l'image initiale, c'est-à-dire l'image originale. Ici la rétroprojection de cette image à partir de deux projections. Reconstruction de l'image à partir de 4 projections. Et là-bas, reconstruction de l'image à partir de 8 projections. Si vous remarquez ici, malgré le nombre de projections est petit, mais il n'y a pas de bruit sous forme d'étoiles et de triangles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétroprojection comme la méthode précédente. Enfin, on termine par quelques applications de la tomographie. Bon, la tomographie est utilisée dans de nombreux domaines, parmi lesquels on cite le domaine de la santé avec l'imagerie médicale, le contrôle de la qualité de la matière adhésive entre deux parties métalliques, l'examen des pièces archéologiques pour la détermination de leurs origines, domaine de la paléontologie, par exemple l'étude des structures internes des hominines difficiles, fossiles plutôt, et le